dans Hello Jane, un podcast proposé par la chaîne du bien-être avec la collaboration technique de 3H Productions. Comment allez-vous, Geneviève? Ça va tout bien, merci Richard. Aujourd'hui, un autotest sur la dépendance affective. Ça vous va? Oui, des points de repère pour que la personne puisse s'auto-évaluer par rapport à la dépendance affective. Oui, ça me va. Alors justement, petit 1, comment se comportent en général les gens qui sont dépendants affectifs? Alors, en 25 ans d'expérience par rapport à l'accompagnement de la dépendance affective, moi j'en ai vraiment relevé 3 principaux. Au niveau des schémas comportementaux, alors tout en le disant, pour les personnes qui écoutent ce podcast, évaluez-vous. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans le premier, le deuxième, le troisième, peut-être plusieurs. Faites juste le constat de votre fonctionnement. Donc le premier schéma, c'est un schéma d'évitement, c'est un schéma de fuite. C'est celui qui vous fait faire un pas en arrière, un pas en avant plutôt, 3 pas en arrière, qui vous maintient dans l'ambivalence, dans la procrastination, parce qu'il y a tellement peur de pas être à la hauteur du regard des autres, etc. Donc ça, c'est le premier schéma. Le deuxième, ça va être un schéma qu'on appelle de surinvestissement, c'est-à-dire comme le dépendant affectif est persuadé de ne pas être suffisamment bien pour être aimable, il va venir sauver des situations, des gens, il va faire, donner dans l'espoir d'un retour, d'une appréciation, de la présence, de l'amour, de la reconnaissance, etc. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, toujours basé sur les peurs et surtout la peur de perdre tout ce qui fait déjà la sécurité mise en place, ça va être le besoin de contrôler, le besoin de maîtriser, d'influencer. Donc on est vraiment à la frontière de la manipulation, à savoir, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos ou podcasts, Richard, c'est à bien différencier ce type de manipulation qui ne vise pas à détruire l'autre, mais juste à « sauf qui peut pourvu que j'ai pas peur ». Voilà, c'est complètement différent. Et donc, il y a vraiment ces 3 schémas comportementaux-là. Et évidemment, selon son histoire, il peut y avoir d'autres schémas de survie vraiment à détecter au cas par cas. Quelles sont les craintes du dépendant affectif? Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Bon, la principale, c'est la peur de l'insécurité au travers de la peur d'être abandonné. Et donc, la notion de abandonner à nouveau. Donc, c'est de réactiver une blessure, on va dire, ancienne, liée à l'abandon, mais ça peut être aussi, selon les cas, le rejet ou être blessé d'une autre façon, mais c'est surtout un problème d'abandon. Mais il peut y avoir d'autres peurs qui en découlent, la peur du regard des autres, du jugement, d'échouer ou que les choses échouent à cause de moi, la peur du vide, de la solitude, de pas être à la hauteur, la peur du changement, enfin tout ce qui va venir déstabiliser sa sécurité et surtout la peur de ne pas être suffisamment à la hauteur, de ne pas avoir suffisamment de valeur pour qu'on s'intéresse à moi et pour qu'on m'aime. Comment... C'est pas facile quand même. Comment fait-on pour vivre avec toutes ces peurs? C'est les fameux schémas comportementaux, les 3 schémas que je décrivais tout à l'heure. Soit on fuit, soit on se surinvestit, soit on contrôle, ou on fait d'autres choses en schéma, j'allais dire, de survie, qu'on a vraiment mis en place après un trauma dû à l'enfance. On fait ce qu'on peut. Mais du coup, on se comporte de façon très infantile, et donc pas en adulte. Et du coup, en agissant comme ça, on influence ses choix, ses décisions. Et souvent, on rejoue un petit peu les mêmes histoires. Ok. Rappelons que vous êtes psychopraticienne, pour les gens qui ne vous connaissent pas. En thérapie brève. Et spécialisée dans l'indépendance affective et dans la souffrance et d'abandon. Alors, justement, quand vous consultez, que vous recevez des gens, quel type de personnes vous avez tendance à accompagner? Des hommes, des femmes? Quel passé ont-ils également? Alors, quel type de personnes?
ça pourrait être tout le monde, j'allais dire. À partir du moment où nous sommes tous dépendants affectifs, un petit peu en tout cas depuis notre naissance, puisque à partir du moment où on quitte le ventre de notre maman, on a déjà géré cette peur de la séparation. Et ensuite, selon l'histoire, selon ces traumas ou la perception qu'on a de notre histoire plus ou moins grave, si je réfléchis, puisque vous me demandez homme, femme, âge, etc., les 10 premières années, 15 premières années, je dirais, plutôt des femmes. Presque essentiellement des femmes sont venues me consulter. Aujourd'hui, il y a vraiment un équilibre entre hommes et femmes. Il y a autant d'hommes qui me contactent pour ce trouble-là que de femmes. L'âge moyen, je le situerai à 45 ans, en sachant que parmi les plus jeunes et qui prennent vraiment les choses en main rapidement, et c'est une chance, 25 ans, et j'ai eu des personnes de plus de 70 ans. Je crois que la personne la plus âgée devait avoir 72 ou 74 ans. Et pourquoi on ne consulte pas avant alors? Parce que quand même la moyenne d'âge, excusez-moi, mais relativement élevée. Oui. Ben déjà, il faut reconnaître. Il faut reconnaître être ou souffrir de la dépendance affective. Il faut reconnaître pour certaines personnes être prise dans une relation toxique, violente, donc dangereuse, et arriver à faire tout ce chemin pour sortir de là et ensuite se prendre en main et faire quelque chose. Certaines personnes font l'inverse, mais souvent c'est j'ai besoin de partir parce qu'il y a une urgence, mais il y a des allers-retours qui font que malgré la prise de conscience de la situation est dangereuse et pourtant j'y retourne encore et j'y retourne encore, à un moment donné, quand on pose ses valises, on se dit là il y a un souci et je dois vraiment faire quelque chose. L'autre a peut-être à travailler sur lui, mais moi aussi j'ai à faire quelque chose. Donc ça c'est pour les personnes qui sont prises de relations très difficiles. Et puis il y a tous ces schémas de survie qu'on a vus tout à l'heure et tous ces schémas comportementaux infantiles qui apportent quelques avantages à la personne. Elle a l'impression qu'elle ne peut uniquement avoir de la sécurité, de l'attention et de la reconnaissance en passant par ces chemins-là. Elle n'a aucune idée de comment faire autrement. Donc ça suscite d'avoir le courage de traverser le changement, d'expérimenter d'autres façons de faire pour avoir d'autres résultats. Donc je dirais, à votre question, la peur, le déni, le besoin encore de se victimiser, la faute de courage parfois, et surtout, il y a un moment où on est mûr pour ça, et peut-être qu'on ne l'est pas avant, même s'il y a une petite voix qui dit ah c'est pas normal, ah tu devrais pas, ou tu devrais si. Il y a une petite conscience comme ça qui accompagne la personne, mais à un moment donné, elle est vraiment mûre pour franchir le pas. Et donc là, la personne vient me voir. Dieu sait que on se sent beaucoup mieux une fois qu'on a travaillé sur la dépendance affective. Alors on n'hésite pas, si vous sentez que les choses ne vont pas très bien de ce côté-là, à nous contacter. Merci pour ce podcast de la chaîne du bien-être, je le rappelle, avec la collaboration technique de 3H Productions. Allô Jane. Et puis on vous retrouve sur votre site internet. Geneviève, on peut peut-être le citer? GenevièveKrebs toutattaché.com ou la chaîne du bien-être.com. Et puis, bien sûr, la chaîne YouTube pour faire un tour sur les différentes vidéos et puis les différents podcasts que nous avons enregistrés. Merci, à bientôt. À bientôt, Richard.